Bien, comme vous le savez, au Collège de France, on commence à l'heure, donc 17h31, il est temps. Bienvenue à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Et je remercie d'ailleurs mon collègue Jean-Luc Fournet d'avoir présenté mon invité la semaine dernière. Je ne vais donc pas répéter ce qu'il a dit en mon nom il y a une semaine, mais simplement souligner tout le plaisir d'accueillir ici à Paris, au Collège de France, Sophia Anéziri, donc pour quatre leçons. C'est ce module d'accueil et d'invitation qui permet à un chercheur international ou à une chercheuse de présenter l'état de ses travaux. Et donc, nous allons travailler avec Sophia pour l'éternité et parler des fondations et de ce magnifique dossier épigraphique qu'elle maîtrise mieux que quiconque. Et je lui cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, chère Vinciane, pour ces mots. Et alors, je commence, mesdames et messieurs, chères toutes, chers tous, la semaine dernière, dans la première conférence de la série, nous avons vu que les fondations du monde grec représentent une construction hybride non autonome. En intégrant des éléments appartenant au système juridique, administratif et économique des communautés, elles forment une institution dont le but principal est de garantir une utilisation stable de la propriété privée. Cette utilisation est déterminée par la volonté du donateur individuel et mise en œuvre à travers et au sein de la communauté bénéficiaire. Ainsi, les fondations confirment non seulement la souplesse et l'adaptabilité du droit grec, mais aussi celle des institutions et des mécanismes grecs de gestion et de financement en général. Aujourd'hui, nous allons explorer la mise en œuvre des fondations. De quelle manière les communautés grecques intègrent-elles les fondations et mobilisent-elles leurs propres mécanismes pour les servir? Autrement dit, comment les institutions et les outils des collectivités bénéficiaires gèrent-ils la richesse d'origine privée tout en respectant l'objectif fixé par l'individu? La question est importante pour pouvoir comprendre, lors des conférences suivantes, 3e et 4e, comment les fondateurs agissent face aux communautés et comment les fondations fonctionnent au sein de la communauté. Il faut mentionner ici que plusieurs aspects des mécanismes des communautés au service des fonctions ont été déjà étudiés. L'un des principes fondamentaux de toutes les fondations est leur vocation à s'inscrire dans une perspective à long terme, voire dans l'éternité. Mais comment cette ambition se traduit-elle concrètement dans les pratiques de gestion? Enfin, nous devons nous interroger également sur le succès de cet effort d'éternité. Est-il réellement possible pour une fondation grecque de maintenir indéfiniment sa mission initiale ou rencontre-t-elle inévitablement des obstacles? Ce thème nous offre une opportunité précieuse d'explorer l'interaction réciproque entre l'individu et la communauté qui constitue un fondement essentiel des dynamiques sociales. La manière dont le public et le sacré interagissent avec la sphère privée, révélant ainsi des tensions et des complémentarités. Parallèlement, nous aurons également l'occasion d'examiner plus précisément comment les institutions grecques s'adaptaient de manière efficace aux objectifs de fondation. Comme nous l'avons déjà expliqué dans l'Antiquité, qu'elle soit grecque ou romaine, à Byzance ou encore au Moyen-Âge, les fondations s'appuyaient toujours sur un mécanisme préexistant, déjà détenu par le bénéficiaire, quel qu'il soit. Pour mieux saisir cette dynamique
examinons la différence avec une fondation moderne. Aujourd'hui, une fondation constitue une entité juridique autonome. À titre d'exemple, je vous présente à l'écran un résumé des caractéristiques d'une fondation grecque contemporaine de grande renommée, la fondation Stavros Niarchos. Vous pouvez y observer des éléments tels que directeur, équipe, conseillère, comité, tâches, budget, etc. C'est un mécanisme à part entière, complexe, exigeant et doté de multiples facettes. En revanche, dans le monde grec antique, mais également dans d'autres contextes prémodernes, un tel système repose sur des structures préexistantes. Ces structures disposaient déjà de compétences administratives et financières pour accomplir le travail. Il s'agit des sanctuaires, des communautés politiques, cités, subdivisions des cités et leurs institutions, conseils, gérousies, ou encore d'autres collectivités comme les associations. Dans de rares cas, on observe la création d'associations ex nihilo, établies directement en lien avec une fondation qui leur a apporté les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs. Toutefois, même dans un tel cadre, la responsabilité opérationnelle reposait essentiellement sur l'association elle-même. En d'autres termes, la fondation était conçue pour soutenir l'association et non l'inverse. Les enjeux liés au règlement d'une fondation grecque s'articulent autour de 3 grands sujets. Premièrement, il s'agit de déterminer comment investir les biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Deuxièmement, une fois les revenus générés, leur gestion devient un enjeu central. Comment ces ressources peuvent-elles être mobilisées pour atteindre les objectifs fixés par la Fondation? Cette phase exige une planification minutieuse et une allocation rigoureuse des fonds. Enfin, il est essentiel de protéger la Fondation contre 2 risques majeurs: la mauvaise gestion des ressources et la violation des volontés du donateur. L'objectif fondamental est donc de mettre en place un système où chacun de ces éléments interagit de manière efficace et durable, assurant ainsi la pérennité de la donation, idéalement et selon les termes de texte constitutif, à éternité. Dans ce qui suit, nous tenterons de comprendre comment tout ce qui précède a pu être réalisé en nous appuyant sur des sources bien documentées. À Corcyre, au IIe siècle avant notre ère, Aristomène et Psylla ont offert une somme d'argent à la cité, ainsi qu'à Dionysos, avec pour objectif que les revenus générés soient utilisés pour engager des technites, c'est-à-dire professionnels du théâtre et de la musique. Ces derniers étaient chargés de se produire lors de Dionysie, une fête qui, semble-t-il, existait déjà, mais que le donateur souhaitait magnifier davantage. La cité, et en particulier son conseil, occupe un rôle central et actif dans la gestion de cette fondation. Aristomène et Psylla délèguent de manière illimitée au conseil de leur cité non seulement la gestion opérationnelle de la fondation, mais également l'autorité pour établir les règles qui encadrent cette gestion. Les emprunts et les collectes de fonds seront effectués en conformité avec les décisions prises par le Conseil, renforçant ainsi son rôle prééminent dans l'administration des ressources. Toute question relative à cette fondation spécifique sera régie par des décisions prises par le Conseil et l'Assemblée du peuple. En plus du Conseil et de l'Assemblée, des fonctionnaires de la cité sont impliqués dans la gestion. Les magistrats seront chargés de rémunérer les technites avec le produit de la fondation, tandis que les prix
et les salaires des artistes dionysiaques seront perçus et administrés par la gonothète, qui en rendra compte au Conseil. Il est également prévu que les questions relatives à la fondation et à son objet soient réglées par les lois existantes de la cité. Avec le produit de la donation d'Aristomenes et de Psylla, la cité de Corcyre engagera les artistes et organisera les Dionysies conformément à la loi de la gonothète. Ce dernier, de son côté, agira également en conformité avec les dispositions prévues par cette même loi. Le cas de Corcyre n'est pas isolé, comme nous le montrent d'autres fondations similaires, pour lesquelles des informations comparables nous sont parvenues. Les lois des cités, telles que celles relatives à la gymnasiarchie, à la pédonomie ou à l'agoranomie, semblent encadrer également divers aspects réglementaires dans d'autres fondations, notamment à Milet, à Théos, à Aiale, sur l'île d'Amorgos, et dans d'autres cités. De plus, comme je l'ai mentionné lors de la conférence précédente, certaines fondations sont elles-mêmes reconnues comme des lois de la cité. Deux exemples. Dans le décret du Conseil de Corcyre, il est précisé que dans le cas où les lois de la cité seraient révisées, la commission compétente devra intégrer dans ces lois les modalités de gestion des fonds d'Aristomenes et de Psylla. Cela révèle que la communauté intègre la fondation dans son corpus législatif et son cadre administratif. Par conséquent, toute personne contrevenant à une règle de la fondation sera en infraction avec une loi de la cité. De même, la fondation de Critolaos à Aiale d'Amorgos est gravée dans la pierre en tant que loi de la cité. Dans les dernières lignes du texte, il est stipulé que le secrétaire doit transcrire la loi dans les registres publics ainsi que dans les décrets, là où sont consignées les lois de la cité. Lorsque le bénéficiaire de la fondation est une association, des mécanismes existants appartenant à l'association sont mobilisés et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la fondation. Prenons l'exemple des travailleurs du cuivre en Lycie, en Asie mineure. Vers le milieu du IIe siècle avant notre ère, un certain Symasis octroie à cette association, dont il est lui-même membre, une somme d'argent. Ce don est destiné à générer des revenus permettant d'organiser des sacrifices rituels ainsi que des banquets. Les administrateurs de la fondation de Symasis sont 4 hieristai, gérants, managers, qui font partie de magistrats de l'association et sont chargés de la gestion de la fondation. Certaines fondations étaient rattachées à des associations familiales, dont la mission principale consistait à promouvoir le culte ancestral et à perpétuer la mémoire des membres de leur lignée. L'objectif essentiel de ces fondations, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail lors de la 4e conférence, est de financer les activités de ces associations. Dans ce contexte, un mécanisme complexe englobant les magistrats, l'Assemblée et le Trésor est organisé, supervisé et financé par le fondateur et sa famille. Cette dernière entretient une relation absolue exclusive avec l'association et la fondation, consolidant ainsi leur caractère familial. De telles fondations qui remontent du IVe au IIe siècle avant notre ère, sont situées à Kos, à Halicarnasse et à Thera.
Ces cas ont fait l'objet d'une analyse approfondie par Jean-Mathieu Carbon et Vincent Pirenne-Delforge dans un article de 2013. Nous reviendrons lors des prochaines conférences. Nous avons déjà compris que la force matérielle des fondations repose sur leur patrimoine transmis par le fondateur. Ce patrimoine doit demeurer non seulement inchangé, mais aussi intact. Il doit en outre être investi et géré de manière prudente afin de financer efficacement et durablement le but poursuivi par le fondateur. Les actifs transférés, qu'il s'agisse d'argent, d'immobilier ou parfois d'une combinaison des deux, sont destinés à générer des revenus permettant de financer ce but. Par exemple, à la fin du IIIe siècle avant notre ère, à Calori, aujourd'hui l'île de Poros, Araciclès et Nicarora confient à Poséidon une somme d'argent à prêter et un terrain à louer. Les revenus ainsi générés servent à financer des sacrifices en l'honneur de Poséidon et de Zeus. Plus tard, vers la fin du IIe siècle avant notre ère, à Cyrna, empereur rhodienne, Évaïs fait don d'un domaine et de 500 drachmes. Les revenus provenant de cet investissement permettent de financer des sacrifices et des banquets dédiés à Asclépios et à d'autres divinités. L'étendue des biens mobiliers et immobiliers transférés aux fondations du monde grec varie considérablement en fonction des capacités financières de chaque donateur ainsi que des besoins spécifiques liés à la cause à soutenir. Le tableau à l'écran illustre la diversité des capitaux dotés aux fondations aux époques hellénistiques et romaines. À l'époque hellénistique, Eiemandros, nous pouvons dire alors que les contributions débutent à quelques centaines de drachmes ou de deniers, comme on voit en bleu. À l'époque hellénistique, Eiemandros a offert une somme de 200 drachmes à une association pour financer la fête de Herméa à Patmos. Plus tard, à l'époque impériale, Zippas a fait don de 120 deniers à une association à Philippe pour l'organisation des cérémonies commémoratives annuelles sur sa tombe. Toutefois, les fondations, notamment dans les cas de donations offertes par des souverains hellénistiques ou par les élites urbaines de l'Asie mineure à l'époque impériale, peuvent atteindre des centaines de milliers de drachmes ou deniers. Nous voyons à droite le cas de 156 000 drachmes, c'est la somme que l'Atalide Philéteros a envoyée à Kysique pour couvrir les frais du gymnase, tandis que 122 ou 20 000 deniers constituent l'une des donations faites par Adraste à Aphrodisias pour soutenir diverses activités liées au culte d'Aphrodite. Les revenus de fondation sont générés par les prêts à intérêt ou par la location des biens immobiliers. Mais qui était responsable de l'investissement de ces fonds? À l'époque hellénistique, dans les cités disposant de banques publiques, les crédits étaient généralement octroyés par l'intermédiaire de ces institutions. Ce système présentait l'avantage de simplifier les démarches administratives et d'assurer le retour de fonds prêtés. Un exemple notable est celui des 10 talents de la fondation de Dème à Milet. Ces fonds étaient confiés au trésorier de la cité qui les transférait ensuite à la banque publique pour gestion. De manière similaire, les 15 000 drachmes issus de la fondation d'Hermias à Ilion
était administrée par la banque publique de la cité. À Lampsakos, le conseil et le stratège désignaient des hommes spécifiques au sein de la banque, chargés de gérer le capital. Une organisation similaire se retrouve aussi dans les banques sacrées comme celle de Delos et de Delphes. Toutefois, même en l'absence de banquiers publics ou sacrés, de banques, publiques ou sacrées, les fonds de la fondation transitent par des mécanismes de crédit dont dispose déjà le bénéficiaire et avec lesquels il gère d'autres fonds. En tout cas, les fonctionnaires de la cité chargés de la gestion et du contrôle des fonds de la fondation les traitent de la même façon, de la même manière que les autres fonds sacrés ou publics. En ce qui concerne les fondations pour lesquelles des biens immobiliers ont été transférés, il semble que leurs revenus proviennent principalement de la location de ces biens, qu'il s'agisse de bâtiments ou de terres agricoles. Le nombre de fondations à capital foncier est approximativement 2 fois supérieur à celui des fondations en terre. En effet, les fondateurs appartenaient généralement aux classes supérieures et il est raisonnable de supposer qu'ils possédaient à la fois de l'argent et des biens fonciers. Pourtant, ils préféraient doter les fondations en argent. Comment expliquer une telle préférence? On peut supposer que le nombre élevé de fondations en argent s'explique par l'importance considérable que les propriétaires accordaient à leurs biens immobiliers, ainsi que par leur désir de le préserver. On pourrait même avancer l'hypothèse que l'argent était plus attractif pour les fondations. Premièrement, le prêt garantissait un rendement plus élevé par rapport à la location. Deuxièmement, il offrait une plus grande flexibilité dans la gestion administrative par rapport à l'immobilier, ce qui constitue un avantage indéniable pour les fondations. Voyons en quoi consiste cette flexibilité. Tout d'abord, une fondation en argent permet d'augmenter le capital s'il n'est pas suffisant pour financer l'objectif. Ainsi, dans le cas de la fondation de Corcyre, le capital initial de 120 mines corinthiennes, donné par Aristomènes et Psylla, a été porté à 180 mines corinthiennes avec intérêt. Ce montant a permis de financer l'objectif, à savoir l'embauchement des technites pour les Dionysies. En plus, comme la fête de Dionysie avait lieu tous les 3 ans, les recettes étaient dépensées année par année, ce qui permettait d'accumuler les intérêts de la première année et d'augmenter ainsi le montant disponible pour la fête au bout de 2 ans. D'autres fondations monétaires qui servaient des buts similaires fonctionnaient apparemment de la même manière. Il ressort du compte-rendu de l'organisateur de Sarapieia de Tanara en Béotie, qui ont lieu tous les 5 ans, que les intérêts annuels du capital de 10 000 drachmes, fondation d'un certain Harilaos, se sont accumulés au cours de 4 années séparant 2 manifestations. Enfin, les avantages d'une fondation en argent par rapport à une fondation immobilière apparaissent clairement en cas de difficulté. Si, par exemple, en cas de force majeure empêche d'atteindre l'objectif de la fondation, les revenus restants peuvent être temporairement placés sous forme de prêt jusqu'à ce que la situation se stabilise. C'est exactement ce que prévoient Aristomènes et Psylla dans le cas où la fête de Dionysie ne pourrait pas avoir lieu à cause d'une guerre.
Nous allons maintenant voir les mécanismes de protection des fondations. Par définition, le principal objectif des fondations consiste à préserver le patrimoine qui leur a été transféré. Cette préservation vise à assurer que ce patrimoine serve de manière durable aux objectifs de la fondation en respectant à la fois la volonté du fondateur et les dispositions statutaires. La quête de pérennité qui repose sur des revenus stables issus des placements des actifs transférés comporte néanmoins davantage de risques que d'autres types de dons, lesquels ne poursuivent pas nécessairement un objectif à long terme. Ainsi, une part importante de la gestion d'une fondation est centrée sur la prévention et la gestion des risques. Le non-paiement, ou tout au moins le paiement tardif des intérêts ou des loyers, constitue un risque fréquent susceptible de compromettre le fonctionnement d'une fondation en l'empêchant de générer les revenus nécessaires à la réalisation de son objectif. Ce risque est généralement atténué grâce à des instruments juridiques traditionnels tels que les hypothèques, les cautions ou les garanties. Dans certains cas, les intérêts non perçus peuvent être partiellement compensés par les revenus issus des biens immobiliers appartenant à la fondation. Lorsque Critolaos offre une somme de 2000 drachmes à Eiale à la fin du IIe siècle avant notre ère, afin de financer, grâce aux intérêts, une fête posthume en mémoire de son fils, des biens sont mis en gage pour garantir cet investissement. Si pour une raison quelconque les intérêts ne sont plus versés, les terrains mis en garantie restent à jamais affectés au financement de la fête, même s'ils changent de propriétaire entre-temps. À Delos, où le sanctuaire bénéficie de nombreuses fondations, les pertes dues à un défaut de paiement des intérêts sont compensées par les revenus générés par la location de terres sacrées. Un autre risque dans l'utilisation abusive réside dans l'utilisation abusive des fonds et le détournement des recettes. Dans l'Antiquité grecque, le transfert d'argent d'un fonds à un autre fonds constituait une pratique budgétaire vraiment très fréquente. Lorsque les cités se trouvaient dans des situations d'urgence, c'est qui, comme nous le savons, arrivait souvent, elles tentaient parfois de combler leurs besoins grâce à des revenus divers. Prenons comme exemple la fondation d'Attal II, destinée à l'éducation des enfants et la célébration des Attaleia à Delphes. La cité de Delphes précise explicitement dans ce cadre qu'aucun fonctionnaire ou particulier ne pourra utiliser cet argent dans un autre but ou d'une autre manière. De même, dans le cas de la fondation d'Aristomènes et de Psylla, il est stipulé que toute personne tentant d'utiliser les fonds à d'autres fins que la rémunération des professionnels des technites engagés pour la fête de Dionysie sera tenue de payer une amende de 60 000 aux donateurs ou à leurs héritiers, en plus du double du montant détourné. Dans de nombreuses fondations, tous les moyens et procédures susceptibles de conduire à un changement d'affectation de fonds sont strictement interdits. L'interdiction résulte de la volonté du fondateur ou du bénéficiaire. Concernant les fondations hellénistiques, nous avons quelques exemples. Je mentionne à Érythrée. Il est interdit de voter ou d'émettre une recommandation visant à modifier l'affectation du capital
ou de la rente de la fondation de Theopombos. À Eressos, une cité à Lesbos, ni le Conseil ni l'Assemblée du peuple ne sont autorisés à proposer un changement dans l'utilisation de la fondation d'Aiemortos. À l'époque impériale, nous trouvons des interdictions similaires dans de nombreuses fondations, telles que celle de Synalasson et Adrastos à Aphrodisias ou de Molossos à Iassos, cité d'Asie mineure. Dans le cas de la fondation de Démosthène à Oinoanda, en Lycie, datant du IIe siècle de notre ère, il est spécifié que toute personne, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire ou d'un particulier, encourt une amende s'il enfreint une règle de la fondation, réduit les fonds ou les biens donnés, en détourne l'usage, vend les biens ou encore propose, fait voter ou sollicite l'intervention du gouverneur romain pour contredire la volonté du donateur. Cette amende s'élève à 2500 deniers au profit d'Apollon Patros et à 5000 deniers au bénéfice du trésor impérial, avec un huitième de cette somme destinée à la personne ayant dénoncé l'infraction. Le fait que les actifs, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, conservent leur identité propre, même lorsqu'ils sont intégrés dans des dispositifs plus larges, destinés à servir aux bénéficiaires, constitue un mécanisme essentiel pour limiter le risque de détournement de revenus. Par exemple, le capital de la fondation de Eudème, Oidemos, destiné au financement de l'éducation à Milet, est investi conjointement avec d'autres fonds dans la banque publique de la cité. Cependant, il est explicitement identifié sous l'appellation « l'argent subventionné par Eudemos pour l'éducation des enfants libres ». Les revenus générés par cet investissement sont strictement séparés et exclusivement dédiés à cette fin précise. De manière similaire, dans le cadre de la fondation créée par Symasis en faveur de l'association des travailleurs du cuivre, les contrats de prêt, désignés par le terme Synalarmata, mentionnent explicitement que les fonds proviennent de la donation de Symasis. Je cite de l'écran, « Les gérants, les Heiristai, prêteront à l'intérêt l'argent que Symasis a donné de la manière la plus sûre possible en inscrivant dans le contrat que cet argent provient du don de Symasis. » Les infractions commises par les personnes responsables de la gestion représentent également une menace significative. Celles-ci peuvent inclure des violations des statuts de la Fondation, le non-paiement des recettes prévues ou encore le non-respect des objectifs initiaux de la Fondation. Les sanctions prévues à ces manquements sont généralement élevées et dissuasives. Enfin, au cas de la fondation d'Aristoménès et de Psylla, si la gonothète ou les administrateurs ne tiennent pas correctement les comptes, les nomophylaques devront intervenir et prendre en charge la gestion comme ils le feraient pour d'autres fonds sacrés ou publics. Nous avons alors ce qui est vraiment très fréquent aussi dans les autres, généralement dans les comptes et dans l'administration, nous avons le remplacement de celui qui est responsable s'il n'a pas fait son boulot. Outre les fondations et les sanctions et amendes, prévues pour les fonctionnaires qui ne respectent pas les règles de fondation, il existe des mécanismes complémentaires conçus pour prévenir les infractions ou, si cela s'avère impossible, pour y remédier. Deux de ces mécanismes sont particulièrement connus.
le serment et la reddition des comptes. Ces procédures marquent respectivement le début et la fin de l'exercice d'une fonction. Cela concerne non seulement les administrateurs de fondation, mais également tous ceux qui occupent une fonction officielle dans le monde grec antique. Le serment d'entrée en fonction, par exemple, n'est pas un simple engagement formel. Son non-respect entraîne une punition divine. Voyons maintenant quelques exemples concrets. À Chéa, les administrateurs de la fondation d'Epaminondas prêtent serment devant Zeus, Apollon et Athéna avant d'assumer leurs responsabilités. De manière similaire, dans les fondations d'Araciclès et Nicarora et d'Aracicrates à Calorie, la prestation de serment des administrateurs est directement liée à la reddition des comptes, qui intervient à la fin de leur mandat. À l'issue de leur mandat, les administrateurs de la fondation procèdent à un bilan, une procédure courante par laquelle les fonctionnaires des cités, des coïnats, des associations et d'autres collectivités mettent généralement fin à leurs responsabilités. La protection divine et par conséquent la punition divine sont également très importantes au-delà du serment prêté par ceux qui s'engagent dans la gestion des fondations. La protection divine, sans se substituer aux lois, aux sanctions ni aux amendes imposées par les institutions humaines, coexiste avec elle. Elle s'impose comme une évidence dans la mesure où de nombreuses fondations sont associées aux divinités ou dédiées au culte, comme nous le verrons lors de la prochaine conférence. Quelques exemples. Les fonds de la fondation de Yesarete, destinés au sacrifice et au banquet de la fête de Métroa et administrés par la communauté des Samiens à Minoa sur l'île d'Amoros, sont constamment mentionnés comme appartenant à la mère des dieux. Selon le texte, les emprunteurs sont débiteurs envers elle et les hypothèques ainsi que les gages sont contractés en son nom. À Érythrée, les 60 000 drachmes infligés à quiconque propose ou approuve une modification de l'utilisation du capital ou des revenus de la fondation de Théopombos pour le gymnase reviennent à Artémis. Enfin, celui qui agit en opposition à la fondation dont l'objectif est de financer les asclépieias de Lampsaque s'expose à un procès pour outrage, vici hivreos. Le lien entre l'engagement de confier à la divinité et celui de la protection accordée par celle-ci est remarquablement illustré dans la décision prise par la cité de Delphes concernant la fondation d'Atal II, le deuxième, pour l'éducation des enfants. La cité choisit de confier l'argent à Apollon tout en liant explicitement cette mesure à la prévention des abus et à l'activation du mécanisme de protection associé au fonds sacré. La sécurité est également assurée par des critères d'âge et de fortune dans la sélection des fonctionnaires responsables de la gestion de fondations, des critères que l'on retrouve fréquemment dans les cas d'autres fonctionnaires des cités grecques. L'âge est directement associé aux compétences. Un âge trop jeune est écarté car il est essentiel que l'administrateur ait la maturité et l'expérience suffisante. De même, un âge trop avancé est évité afin de garantir que l'administrateur conserve la vigueur et la clarté d'esprit indispensables à ses fonctions. La situation patrimoniale, quant à elle, est cruciale pour évaluer la capacité du fiduciaire à fournir des garanties financières, comblant ainsi d'éventuels déficits ou compensant des pertes éventuelles.
Je viens maintenant à une question intéressante. La pérennité et, en fin de compte, l'éternité est-elle réellement atteinte? Ce qui est indéniable, c'est que la durée constitue une donnée essentielle de fondation et représente, comme nous l'avons observé, un élément structurel qui les distingue des autres formes de donation ou de legs. Cependant, pour la majorité des fondations, nous ne disposons d'aucun indice tangible permettant de vérifier si la durée prévue a effectivement été respectée. En d'autres termes, on ne sait si les mesures de protection précédemment évoquées sont réellement efficaces ou si elles jouent essentiellement un rôle dissuasif. Nous devons reconnaître que nos connaissances sur cette question sont limitées. Le preuve de la pérennité des fondations concerne principalement les fondations pour les offrandes de vases et les petites célébrations à Délos, à l'époque hellénistique, ainsi que la fondation de Démosthène en Lycie à l'époque impériale. Plus précisément, à Délos, la fondation établie par le roi Philoclès vers 280 avant notre ère est attestée au moins jusqu'à 175 avant notre ère. De plus, des dédicaces de vases postérieures à 166 avant notre ère témoignent des donations effectuées par les Ptolémées, par Philétéros ou Attale Ier à la première moitié du IIIe siècle avant notre ère, ainsi que par Nikias dans le dernier quart du Ve siècle avant notre ère. Par ailleurs, à Oinoanda, en Lycie, la fondation de 124 de notre ère, qui avait pour objectif de financer la fête de Démostheneia, semble avoir perduré jusqu'à 233 de notre ère, comme en attestent les socles de statues de vainqueurs de concours associés à la fête de Démostheneia de cette année. Maintenant, à une autre question. Y avait-il malgré tout une possibilité de changement? Nous possédons des documents datant de l'époque romaine qui suggèrent indirectement que malgré les efforts de protection, certaines tentatives visant à détourner l'objectif initial des fondations ont parfois réussi. À Béroïa, en Macédoine, une ordonnance d'un proconsul, un édit d'un proconsul, vers le début du IIe siècle de notre ère, indique que les revenus de fondation attribués à la cité pour divers objectifs, complétés par d'autres sources, devaient financer le fonctionnement du gymnase. Dans les lettres adressées aux artistes dionysiaques découvertes à Alexandrie Troas, Hadrian interdit à la cité de modifier l'affectation des fonds prévus par loi, décret ou testament pour le financement des compétitions, sauf en cas de pénurie de céréales, auquel cas une demande devait lui être adressée pour qu'il approuve la modification. Ces lettres révèlent également que les vainqueurs de concours avaient fait appel à l'empereur, car la cité d'Éphèse les contraignait à ériger leurs statues, les statues de vainqueurs, à leurs propres frais. Hadrian nomma alors un comité pour examiner l'héritage de Claudius Nicius, probablement une fondation, et conclut qu'avec une gestion appropriée, ces revenus pourraient couvrir les frais de statut. Il semble donc qu'à l'époque impériale, avec l'accord du pouvoir romain, les biens de fondation pouvaient, sous certaines circonstances, être réaffectés à d'autres fins. Cette possibilité apparaît également d'une manière implicite dans le fait que les clauses de protection figurant dans les fondations de l'époque impériale incluent notamment l'interdiction formelle de s'adresser au pouvoir romain pour envisager des modifications substantielles, telles qu'un changement d'affectation des fonds.
Pour conclure mon exposé aujourd'hui, je souhaiterais poser une dernière question. Le fondateur a-t-il une place dans la gestion de sa fondation après sa création? Lors de la création d'une fondation grecque, au moment des promesses, des engagements ou des négociations, le fondateur occupe une place centrale dans le processus. C'est lui qui détermine ce qui sera transféré, de quelle manière cela sera effectué et dans quel objectif. Il fixe également les règles de base, bien que celles-ci puissent ensuite être modifiées par la communauté dans certaines limites. Une fois cette phase achevée, que fait le fondateur? Continue-t-il à s'impliquer et si oui, sous quelle forme? Peut-on identifier un rôle spécifique pour lui dans cet univers complexe des instruments utilisés par les communautés bénéficiaires et les sanctuaires pour gérer les fondations? Il est évident qu'il occupe un rôle majeur, une place prépondérante dans les structures familiales. Dans ce contexte, le fondateur, les membres de sa famille ainsi que leurs descendants assurent la gestion en tant que conseil d'administration, fiduciaire ou autres responsables fonctionnels. Mais qu'en est-il des autres fondations? Ici, les données attestant de la participation du fondateur ou des membres de sa famille à la gestion sont plus limitées. Cependant, elles existent. En voici quelques exemples. En Lycie, le fils du fondateur Simassis, Kleinos, est l'un des fonctionnaires de l'Association des travailleurs de bronze qui a pris en charge l'administration de la fondation de son père. De nouveau en Lycie, mais cette fois à l'époque impériale, dans le cas de la fondation de Démosthène, c'est Simonide, le neveu du donateur, qui a assuré l'octroi des prêts pendant les 3 premières années. À la grande satisfaction de son oncle, il a également assumé la charge de la première agonotésie. Dans plusieurs autres fondations de l'époque impériale en Lycie, qui parrainaient des concours athlétiques, fémides, les agonothètes appartenaient souvent à la famille des donateurs. Parfois aussi, les vainqueurs étaient membres de la famille du donateur. Par conséquent, bien que la gestion des fondations soit confiée aux cités, aux associations et de manière générale aux communautés, les donateurs et leurs familles peuvent également participer à leur administration. Dans certains cas, le fondateur est également impliqué dans les finances des fondations. Il gère l'investissement des fonds ou des biens immobiliers et conserve donc le contrôle sur la propriété transférée. Ces fondations sont connues sous le terme allemand de Rentenstiftungen. Je n'ai pas réussi à trouver une traduction française appropriée pour ces termes. Si la fondation repose sur une dotation en argent, il est possible de gérer cet investissement en générant des intérêts. Pour la période hellénistique, nous ne disposons que de preuves indirectes attestant d'une telle pratique. Certains fondateurs, comme Képhisodhoros à Apamée en Phrygie, ainsi que Diogène à Istros sur la mer Noire, semblent avoir eu une certaine familiarité avec les opérations bancaires. On peut donc supposer qu'ils géraient eux-mêmes les fonds qu'ils avaient donnés, bien que cela reste une hypothèse. Pourtant, il existe des preuves claires remontant à l'époque impériale. En 103-4 de notre ère, Gaius Vibius Salutaris s'engage à Éphèse à verser les intérêts d'un capital qu'il administre lui-même en tant que prêteur, avec la promesse qu'à terme, lui ou ses héritiers feront également don du capital. Aux environs de 550 de notre ère, Atlos,
en Asie mineure, Lala, une femme, s'engage à verser les intérêts d'un montant de 12 500 deniers qu'elle a donné à la cité. À Aphrodisias, sous le règne d'Adriane, Adrastos adopte une approche légèrement différente. Il transfère à la cité des prêts nominaux qu'il avait déjà accordés à certains débiteurs et utilise principalement les intérêts de ces prêts pour financer divers besoins, notamment ceux liés au culte d'Aphrodite ou aussi au fonctionnement du gymnase. La participation du donateur se manifeste également dans les cas où la fondation inclut des biens immobiliers. À Labraunda, peu après 240 avant notre ère, le dynaste local Olympios consacre à Zeus Osoroa des champs, des jardins et des bâtiments. Il propose que la cité les lui loue afin que les dieux puissent bénéficier de revenus réguliers au fil du temps. Dans une fondation de l'époque impériale à Ariassos, en Pisidie de l'Asie mineure, nous observons une attitude similaire. Les terres sont transférées à la cité qui les loue ensuite à vie à leurs anciens propriétaires. On trouve des arrangements similaires dans des fondations dont les bénéficiaires sont des associations familiales, comme celle de Poseidonios à Halicarnasse et d'Epictéta à Terra, où la gestion des biens reste entre les mains des descendants et seuls les revenus sont affectés à l'objectif prévu. Il est évident que dans ce type de fondation, Rentenstiftungen, les fondateurs cherchent à conserver la propriété de leur patrimoine, mobilier ou immobilier, tout en finançant l'objectif de la fondation grâce aux revenus générés. L'enjeu principal est de garantir une continuité entre le fondateur, ses héritiers et leur patrimoine, en particulier lorsqu'il s'agit de biens immobiliers. En outre, en conservant le contrôle des biens, le fondateur peut éviter une utilisation abusive des ressources allouées tout en simplifiant leur gestion. Il est significatif que dans le décret honorifique de la cité d'Ethlos en faveur de Lala, il est précisé que sa Rentenstiftung rend superflue l'intervention des magistrats chargés à la gestion. Aujourd'hui, nous avons exploré les mécanismes de fondation du monde grec en mettant en lumière leur intégration dans les structures juridiques, administratives et économiques des communautés. Cette intégration avait pour objectif principal de stabiliser l'usage des propriétés privées tout en respectant la volonté des fondateurs. Les communautés bénéficiaires occupaient une place centrale dans la gestion des fonds et des biens transférés. Des institutions locales, telles que le conseil et les assemblées, jouaient un rôle clé. Les fondations reflétaient à la fois la relation entre le privé et le public et le lien entre patrimoine, gestion et finalité. Les communautés grecques faisaient preuve d'une remarquable flexibilité dans l'intégration et la gestion de ces fondations, tout en veillant à leur alignement avec les lois en vigueur. La catégorie des Rentenstiftungen offre une perspective intéressante pour réfléchir, ici du point de vue économique, à la relation entre l'individu et la communauté dans le cadre de fondations. C'est précisément cette relation entre l'individu et la communauté que nous analyserons plus en détail sous divers angles lors de 2 prochaines conférences. À travers l'exemple du monde grec, nous espérons mettre en lumière certaines réponses tout en soulevant peut-être de nouvelles questions sur les structures construites autour des idéaux d'éternité. Merci beaucoup pour votre attention.